Bon, eh bien, allons-y. Si on est parti. OK. Donc, bienvenue à tous à ce troisième webinaire du coup, de la série Les générateurs euh, qui démarre maintenant. Je vais peut-être faire un petit rappel sur ce que sont que les générateurs. Hop, voilà, si mon diapo veut bien défiler. Donc, pour un petit rappel, les générateurs est une offre de conseil pour les collectivités sur toute la Nouvelle-Aquitaine. Donc, l'idée est de conseiller les élus sur leurs projets d'énergie renouvelable. Ce programme, du coup, est mis en place par trois acteurs. Nous avons le CRER, le Centre régional des énergies renouvelables, l'ALEC, l'Agence locale de l'énergie et du climat, et Sirena, qui organise aujourd'hui ce webinaire. C'est un programme qui a été financé par la région Nouvelle-Aquitaine et par l'ADEME. Pour ma formation aussi, la mission Le Générateur, donc cette offre conseil, c'est un programme national, donc on retrouve dans chaque région différents générateurs avec différents intervenants. Donc on a un petit peu ce réseau de conseils Les Générateurs qui se monte cette année et les années suivantes au niveau national. Donc ensuite, là, nous entamons le troisième épisode d'une série de webinaires que nous avons appelé Web Série. Je vous informe qu'il y a déjà 2 épisodes, 2 replays qui sont donc disponibles sur YouTube dès maintenant. Le premier épisode traitait le contexte général des énergies renouvelables en Nouvelle-Aquitaine et le second a traité plus spécifiquement la filière photovoltaïque. Et donc sur cet épisode-là, nous allons passer à la filière éolien. Donc le replay vous sera transmis et ainsi que aussi les diaporamas, les présentations. Donc s'il y a des diaporamas qui sont un petit peu chargés, ne vous inquiétez pas, ils vous seront transmis par la suite. Je vous informe aussi que le prochain webinaire traitera de la planification. Voilà, prochain épisode qui apparaîtra du coup fin janvier, début février l'année prochaine. Donc, dans cet épisode, nous allons parler surtout du grand éolien. Pour des raisons que je vous expliquerai, on va essayer de focaliser un petit peu l'approche sur le grand éolien. Il va y avoir à peu près 40 minutes d'intervention et 20 minutes de questions. Je vais d'abord commencer par vous introduire quelques éléments techniques et ensuite je laisserai la parole à Christophe Comminges pour nous toucher un mot sur la cartographie qu'ils ont montée au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. Ensuite, nous avons la chance d'accueillir Paul No de l'association Négawatt qui va nous parler un peu de l'énergie produite par les éoliennes et de sa valorisation. Ensuite, Valérian Cantégril, qui nous vient d'un bureau d'études N6, nous présentera un peu le déroulé d'un projet. Et après, nous aurons un retour d'expérience de la part de Jacques Pallas, qui a accepté de venir parmi nous, qui est maire de Saint-Georges-sur-Arnon, dans l'Indre, et qui nous expliquera, nous montrera un petit peu comment se sont déroulés aujourd'hui les différents projets qu'il a eu sur sa commune. Et ensuite, du coup, nous aurons une quinzaine de minutes pour vous répondre à vos questions. Mais vous pouvez dès à présent, si vous le souhaitez, pendant toute la durée de la présentation, poser vos questions sur le chat, la discussion en ligne sur Zoom, et on s'occupera de les récupérer et de les poser pour vous à la fin du webinaire. Voilà un petit peu pour les points techniques. Et je vous propose tout de suite de commencer par quelques éléments techniques. Alors, quelques éléments techniques ou tout simplement, qu'est-ce qu'une éolienne? Une éolienne est constituée de pales. Alors, normalement, vous devez voir ma souris à l'écran. Une éolienne est constituée de pales qui sont accrochées sur une nacelle, elle-même juchée sur un mât qui est ancré dans le sol par ses fondations. Le principe de l'éolienne, c'est à peu près le même que le principe d'un moulin à vent. Sauf que forcément, la taille des machines n'est pas la même. Mais l'idée, c'est bien de récupérer l'énergie du vent, de transformer en énergie mécanique avec les pales, qui sont accrochées sur la nacelle dans laquelle se trouve une génératrice, qui, elle, va transformer cette énergie en électricité. Électricité, énergie que nous pouvons transporter et utiliser facilement au quotidien. Voilà, donc après, forcément, pour capter le vent, ces pales de l'éolienne sont juchées en hauteur sur des mâts pouvant aller 60-70 mètres, 100 mètres de haut, en fonction de la technologie. Donc, il y a les éoliennes terrestres, celles qu'on peut voir plus communément sur nos territoires.
On voit aussi se développer en ce moment en France l'éolienne en mer. Donc, c'est des éoliennes qui sont un peu plus puissantes et qui sont posées à 50 mètres à peu près des côtes et qui permettent d'exploiter des vents plus forts et plus constants. Et on voit aussi se développer les éoliennes en mer flottantes qui permettraient d'être encore plus loin des côtes, de s'affranchir de ces fonds de 50 mètres pour accrocher les éoliennes et donc voilà, qui permettraient d'avoir moins d'impact visuel et de capter des vents d'autant plus forts et plus constants. Je vous disais qu'on va se focaliser dans ce webinaire-ci vraiment sur l'éolien de haute puissance à axe vertical. Parce qu'il existe différents types d'éoliens avec des différents types de machines, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur vraiment celles qu'on voit dans le paysage aujourd'hui. Quelques éléments techniques du coup. Première question, pourquoi ces éoliennes sont aussi grandes, aussi importantes? Vous voyez sur la diaporama ici, en orange, la vitesse du vent. Et on voit que plus on monte en hauteur, plus la vitesse du vent est importante. En effet, quand on se rapproche du sol, il y a certaines aspérités, que ce soit des arbres, des bâtiments, des collines qui ralentissent et qui déforment le vent. Et ça crée des turbulences. Et donc, du coup, il y a une sorte d'effet seuil au-delà de 40, 50, 60 mètres où on arrive à s'extraire un petit peu des contraintes de ce sol et du coup, aller capter des vents qui sont plus forts et plus constants. Donc, c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui souvent les tailles des éoliennes, les tailles du mât de l'éolienne est à peu près de 80 mètres et on cherche à monter de plus en plus haut. Pourquoi? Je vous ai mis une petite formule technique, je me suis permis. En haut à droite, vous avez la formule de Betz qui nous donne la puissance, qui nous explique comment on récupère la puissance de l'éolienne. Donc, la puissance, donc l'énergie produite. On voit que cette puissance dépend du cube de la vitesse du vent. C'est-à-dire qu'on a vraiment intérêt à capter un vent qui est plus fort et qui est plus rapide, parce qu'on voit que si le vent est 2 fois plus rapide, donc on ne va pas avoir une puissance 2 fois plus importante, mais 8 fois plus importante, parce que cette puissance évolue au cube de la vitesse du vent. Et c'est aussi la petite différence peut-être avec la filière photovoltaïque, où un seul panneau est tout aussi efficace en tant que panneau que 10 panneaux. Alors qu'en éolien, si on fait des éoliennes de 10 mètres, on a vraiment un différentiel avec une éolienne qui mesurait 80 mètres, qui irait capter ces vents. Deuxième étape, pourquoi ces éoliennes sont d'autant plus grandes? Je reprends la formule de Betz qu'on a juste au-dessus. On voit que la puissance varie en fonction de la surface balayée. Et donc, si cette surface balayée augmente, donc la surface qui est balayée par les pales de l'éolienne, on a donc la puissance qui augmente, donc l'énergie qu'on génère plus importante. C'est pour ça qu'on voit apparaître en ce moment des éoliennes donc plus performantes, qu'on appelle éoliennes toilées notamment, et qui peuvent notamment être installées sur des sites où les vents sont les plus faibles. Donc voilà, grâce à ces grandes pales, cette surface balayée, on peut un petit peu capter tout type de vent. Il faut un peu retenir dans cette idée-là que tous les vents peuvent être exploités maintenant en France et qu'on va les chercher, entre guillemets, grâce à la hauteur des éoliennes et leur technologie. Pour ça, notamment aussi qu'on entend parler de repowering, avec cette idée de remplacer des éoliennes anciennes un peu petites par des éoliennes plus puissantes. Dernière chose, je continue un peu dans ces éléments techniques en vous montrant ici la courbe de puissance d'une éolienne. On voit en effet que la technologie qu'on met sur les éoliennes s'adapte à la vitesse du vent. Si le vent est trop faible, on ne va pas s'embêter entre guillemets à faire tourner l'éolienne et donc à user prématurément les composants. Donc, il y a une certaine vitesse, donc autour de 10-13 km/h, où on enclenche le fonctionnement de l'éolienne. Et après, au contraire, si le vent est trop fort, on risque de casser l'éolienne de la même manière. Donc, au-dessus de 100 km/h, ce qu'on appelle, on coupe, donc on arrête l'éolienne. Pour vous donner un ordre d'idée, le nombre de fois que ce vent est trop fort et qu'on est obligé de stopper les éoliennes, voilà, c'est à peu près 10 jours par an. Voilà. Et au milieu de ce graphique, ici, on voit vitesse nominale. Donc, c'est la puissance nominale d'une éolienne. C'est comme ça qu'on donne la puissance d'une éolienne. Si je vous dis qu'on parle d'une éolienne de 2 MW, c'est-à-dire qu'à pleine puissance, elle va nous fournir 2 MW. Donc, c'est un peu ça l'idée. Sur une éolienne, on a une éolienne qui va avoir un maximum de puissance pour une certaine vitesse, mais qui est capable d'exploiter tout un spectre de vent. Et donc là, je vais passer rapidement sur ce point parce que Paul nous en reparlera, mais il y a cette idée de facteur de charge et de temps
dont fonctionnent les éoliennes. On voit que les éoliennes tournent plus de 80% du temps en s'adaptant à tous ces vents, mais en ramenant cette puissance maximale, en ramenant toute l'énergie produite par l'éolienne, si elle tournait à vitesse maximale, à puissance maximale, elle tournerait à cette puissance-là entre 20 et 30% du temps. C'est ça qu'on appelle le facteur de charge, mais Paul nous en reparlera un petit peu après. Maintenant, passons un petit peu à de quoi est composée une éolienne et comment on la démantèle. Je vous ai mis là sur le dessin les matériaux qui composent une éolienne, donc principalement des composites et de la fibre de verre pour les pales. Le mât et tous les éléments de structure sont principalement faits en acier et la base, la fondation dans laquelle est ancrée l'éolienne est faite en béton. Donc, on voit, par exemple, pour une éolienne de 2 MW, qu'il y a à peu près 90% de l'acier. Donc, une éolienne, c'est surtout de l'acier et du béton et un petit peu de fibre de verre. Moi, c'est un petit peu la partie qui nous embête dans l'éolien, c'est que cette fibre de verre, ces matériaux composites qui composent les pales ne sont pas encore très bien recyclables. Mais bon, il y a beaucoup de R&D dans ce domaine, voilà, mais c'est un petit et ça représente 5% de la machine. Donc voilà, il faut surtout retenir qu'une éolienne, c'est principalement de l'acier et du béton, et que ces matériaux-là, l'acier, sont assez facilement valorisables. Après, on retrouve aussi de l'aluminium et du cuivre pour tout ce qui est électrique, des huiles pour le bon fonctionnement du mécanisme. Voilà. Il y a quelque chose aussi d'important à retenir, c'est que le démantèlement, donc là, on tombe sur une filière qui est assez responsable, on va dire, un peu novatrice, dans le sens où elle s'occupe vraiment de la construction de la vie et du démantèlement. C'est un peu, on commence à bien voir la notion de cycle de vie dans une éolienne. Les fonds qui sont nécessaires pour le démantèlement de l'éolienne sont mis en réserve avant même la production du premier kilowatt. Donc, ça noter. En termes d'emprise au sol, on va être à peu près sur un diamètre de 20 mètres pour 3 mètres de profondeur. On va excaver du sol pour pouvoir mettre le sol de cette éolienne. Et si on compte les chemins d'accès et la plateforme de levage, on va arriver sur une surface anthropisée, on va dire, ou artificialisée, d'à peu près 3000 m² par éolienne. Donc, ce qui est un bon rapport pour une production d'énergie renouvelable, notamment si on compare à la filière photovoltaïque, qui a ses avantages, mais pas forcément au niveau de la surface. Et au niveau de la quantité de béton, on va être sur 1150 tonnes à peu près. Donc, on pourrait dire que c'est beaucoup. Mais si on compare, par exemple, aux maisons individuelles, on voit que 3-4 maisons individuelles, ça représente à peu près le socle d'une éolienne. Voilà, pour donner une ordre d'idée. Et on peut se poser la question, est-ce que cette filière est aujourd'hui maîtrisée? Donc, pour répondre à ça, je vous ai tout simplement mis un graphique qui nous montre l'énergie produite par le nucléaire dans le monde, qui compare aux filières d'énergie renouvelable. Et on voit qu'en 2020, voire un petit peu avant, les énergies renouvelables sur Terre ont produit plus d'énergie que la filière nucléaire. Et cette énergie renouvelable principalement vient de l'éolien. C'est une énergie renouvelable de haute puissance, si je ne parle pas d'hydroélectricité. Donc voilà, c'est quand même une technologie sur laquelle on commence à avoir plus d'une trentaine d'années de retour d'expérience. Il y a aussi plus de 300 000 éoliennes qui ont été déployées à travers le monde. Donc voilà, c'est une filière quand même assez maîtrisée aujourd'hui. Et il faut quand même préciser que c'est une des filières d'énergie qui a les études d'impact les plus poussées. Même quelles que soient toutes les filières confondues, c'est une des filières qui est implantée dans l'environnement avec les études d'impact les plus poussées. Je tiens même à dire aussi que l'ensemble des données qui sont récoltées par la filière éolienne contribue largement aux données de biodiversité en France. C'est même un support maintenant qui, à force avec toutes ces études, nous a apporté beaucoup de données. Et je vais maintenant passer la parole à M. Comminges afin qu'il nous parle rapidement de la cartographie en demandant où peuvent être installées ces éoliennes en Nouvelle-Aquitaine. Bonjour, m'entendez-vous? Je pense que c'est bon. C'est bon pour moi en tout cas. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Pardon. Oui, c'est bon. Alors pour moi, c'est bon. APEC, donc Christophe Comminges de la mission Transition écologique donc à la DREAL Nouvelle-Aquitaine. En quelques mots, je vous parle de la démarche donc nationale
qui a été de produire une cartographie au niveau national et notamment une déclinaison régionale qui a été présentée dans chacune des préfectures de la Nouvelle-Aquitaine là, durant l'automne. Donc des cartes de zones favorables à l'éolien, un prototype qui a été monté donc à partir de données qui ont conduit l'ADREAL et le ministère à la Direction générale de l'énergie et du climat à identifier un certain nombre d'enjeux, des enjeux donc relatifs au patrimoine naturel, relatifs au patrimoine paysager, relatifs aussi aux servitudes, à tout ce qui était contraintes techniques. Et ces enjeux, voilà, on a 130 jeux de données qui ont été ainsi hiérarchisés. On a construit à partir de ces enjeux hiérarchisés des zonages qui ont été donc présentés dans les préfectures aux EPCI durant l'automne. Donc le modèle, on trouve qu'il a une certaine cohérence. On a bien écouté lors de cette consultation des territoires les remarques qui ont été faites et on a proposé à la DGEC la cartographie telle que vous la voyez en bas à droite de la diapo. Donc une image de zone violette qui représente les zones sans enjeu, à enjeu modéré ou fort. Par rapport à des zones qui sont en taches plutôt blanches, qui sont les zones non préférentielles, voire interdites, parce qu'à moins de 500 mètres d'une habitation. Voilà, donc on a testé la robustesse de cette cartographie et je profite donc de cette séquence pour vous dire que on reviendra vers les territoires avec une carte définitive à partir de mi-janvier 2023. Voilà, j'ai terminé ma présentation. Merci beaucoup. Donc voilà un petit peu pour les éléments techniques sur l'éolien et nous allons pouvoir passer à quelques éléments avec Paul Nauf. Oui, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Super, allez-y. Donc, je vais faire une intervention donc, à la fois générale et puis avec quelques petits zooms. Donc, tout d'abord, diapo suivante, donc je me présente. Donc, moi, j'interviens dans l'éolien maintenant depuis plus de 25 ans. Donc, j'ai été le fondateur d'un bureau d'études qui travaille sur les impacts sur l'environnement des énergies renouvelables électriques, donc éoliennes et photovoltaïques. Et donc, j'ai eu l'occasion et le plaisir de rédiger les premiers guides en langue française sur le développement de l'éolien, donc le guide développeur de parcs éoliens et le premier guide d'études d'impact sur l'environnement des parcs éoliens. Je suis aussi un des experts de l'association Négawatt, qui travaille sur des scénarios énergétiques pour une France neutre en carbone et 100% renouvelable en 2050. La diapo suivante pour expliquer ce que c'est la démarche Négawatt. Donc, c'est une trilogie donc avec deux actions qui sont sur la demande en énergie. La première, c'est la sobriété énergétique, qui est intimement liée à la réflexion sur quels sont nos besoins énergétiques essentiels. Et je peux préciser que le plan de sobriété que le gouvernement a sorti en octobre est très, très largement inspiré de nos travaux, puisque lors de la présentation de ce plan de sobriété, les deux grands témoins, c'était des membres de l'association Négawatt. Donc, le deuxième volet, c'est l'efficacité énergétique. Donc, lorsqu'on a de l'énergie, on a des besoins énergétiques, on le satisfait avec des appareils, des engins, des outils, des habitations, des véhicules efficaces. Et puis, ce qui reste, on le fournit par les énergies renouvelables, par la diversité des énergies renouvelables, qui sont le solaire, l'éolien, la biomasse, l'hydroélectricité, le gaz renouvelable, etc. Diapo suivante pour situer la place de l'éolien dans le mix énergétique français. On a tendance à confondre électricité et énergie. Le vecteur électricité, aujourd'hui, en 2021 ou 2022, c'est le quart de l'énergie que l'on consomme en France. On consomme du pétrole, on consomme du gaz, et l'électricité, c'est 25%. Dans ces 25%, l'éolien, c'est le troisième moyen de production d'électricité, après le nucléaire, après l'hydraulique, et donc c'est l'éolien qui a représenté 7% en 2021, mais qui vaut aussi produit plus en hiver au moment où les besoins électriques sont plus importants, puisque
en octobre 2022, on a eu plus de 10% de la consommation énergétique française qui est satisfaite par l'éolien. Un petit aparté pour dire que tous les scénaristes qui travaillent sur la transition énergétique tablent sur une part d'électricité qui va aller en augmentant. On va avoir plus de pompes à chaleur, plus de véhicules électriques, donc cette part va augmenter dans les années à venir. Diapo suivante, s'il vous plaît, pour préciser que donc, la France, on a environ 7% de nos besoins électriques qui sont satisfaits par l'éolien. En moyenne, en Europe, c'est le double, hein, c'est ce qui est indiqué tout en haut, avec 15%. Donc, vous voyez, on est en retard, très en retard. Et puis, on a des pays qui sont leaders, comme le Danemark, où grosso modo, au Danemark, la moitié de la production électrique, la consommation électrique est satisfaite par l'éolien. On a aussi l'Irlande, le Portugal, l'Allemagne, le Royaume-Uni. Donc, on est vraiment un pays qui est en retard, malgré un gisement important. La diapo suivante pour préciser qu'un pays comme le Danemark, avec une moyenne de 50% donc, de la consommation qui est couverte par l'éolien, régulièrement a des consommations qui sont satisfaites à plus de 100%. L'exemple que vous avez à l'écran, c'est l'exemple du 17 novembre 2022. La consommation est en rouge et en bleu foncé, vous avez la production éolienne. Donc, c'est possible grâce aux interconnexions. On a des surproductions éoliennes, on le vend aux pays riverains. Et puis, quand on a moins de consommation, moins de production éolienne, on importe des pays voisins. La diapo suivante pour situer le développement de l'éolien en France, avec aujourd'hui donc une puissance installée de 20 400 et quelques mégawatts qui sont répartis globalement dans 75 départements, avec aujourd'hui 25 départements sans éolienne, mais c'est un nombre qui se réduit, je dirais, de mois en mois ou de trimestre en trimestre. Donc, à l'origine, le développement de l'éolien s'est fait beaucoup en Occitanie et beaucoup en Bretagne. Ce sont les deux régions qui ont été les pionnières en matière de développement de l'éolien. Et aujourd'hui, ce sont les Hauts-de-France et le Grand Est qui accueillent le plus d'éoliens, parce qu'il y a du vent, parce qu'il y a de la place, puis parce qu'il y a des besoins électriques. Mais vous le voyez sur la carte, on a quand même 75 départements qui bénéficient d'électricité d'origine éolienne. Diapo suivante donc là, je fais quelques zooms sur des aspects techniques ou des questions qu'on peut se poser. La question qu'on peut se poser, c'est quel est le temps de remboursement énergétique d'une éolienne? C'est-à-dire combien de temps il faut pour rembourser l'énergie nécessaire à la construction de l'éolienne, à l'exploitation de l'éolienne pendant 20 ans et au démantèlement de l'éolienne. Et là, c'est l'ADEME qui le montre, c'est que pour une éolienne terrestre, il faut 12 mois, moi je dirais moins de 12 mois, moins d'une année pour rembourser cette énergie nécessaire à toute la vie d'une éolienne. Dans la pratique, ça va dépendre effectivement du vent. Si on est dans un endroit très venté, ça va être beaucoup moins que ces 12 mois. C'est plus en mer, parce que c'est plus compliqué d'installer des éoliennes en mer. Donc ça, c'est le temps de remboursement énergétique. Si on veut faire une approche sur le temps de remboursement CO2, je dirais quelque part, c'est plus compliqué parce que ça dépend où est-ce que l'éolienne a été construite, comment elle est exploitée et comment elle est démantelée. Donc c'est pour ça que les chiffres sont faciles à donner sur le temps de remboursement énergétique. C'est un peu plus compliqué sur le temps de remboursement CO2, mais ça reste un excellent investissement puisqu'on investit une unité d'énergie et on va en produire, on va en récupérer 19 unités de plus, parce qu'un an pour rembourser et puis 19 années pour produire de l'électricité, pour bénéficier d'un taux de remboursement plus important. La diapo suivante, donc là, comme a été expliqué par Mathis précédemment, j'explique un peu plus ce que c'est le facteur de charge, parce qu'il y a des méconnaissances. Donc, j'ai donné à l'écran un exemple. La production annuelle d'une éolienne de 2 MW, 2000 kW,
un ordre de grandeur, sous nos climats, c'est à peu près 4 400 000 kWh. Et quand on divise des kilowattheures, donc c'est 4 400 000 kWh, par la puissance, les 2000 kW, on obtient des heures. Et ça fait 2200 heures. Donc le facteur de charge, c'est ce ratio entre ce 2200 heures et 8760 heures, qui sont le nombre d'heures dans une année. Et on obtient 25%. Donc le facteur de charge, c'est 25%. Mais ça ne veut pas dire que l'éolienne produit 25% du temps. Non, une éolienne, ça produit 80 à 90%, mais avec une puissance qui est variable. Donc, le facteur de charge, ça va permettre de caractériser un site pour dire que c'est un site vanté, équipé d'une éolienne performante. En mer, par exemple, le facteur de charge n'est pas de 25%, mais il est plutôt de 40%, voire 50%, parce que les vents sont plus réguliers et plus forts en mer. La diapo suivante, qui est un approfondissement de ce que je viens d'expliquer, vous avez sur la carte en bas à droite le facteur de charge éolien moyen en 2021 pour les différentes régions françaises. Donc, je mets un peu à part l'Île-de-France où le facteur de charge est bon, mais il y a très peu de machines. Et la première région qui vient après, c'est Nouvelle-Aquitaine. Ce n'est pas tous les jours et ce n'est pas toutes les années comme ça, mais en 2021, il y a eu un excellent facteur de charge. Et donc quand on fait le calcul de la production d'une éolienne de 3 MW, on aboutit à donc 3000 kW multiplié par ce facteur de charge de 25,5%, multiplié par 8760 heures, on aboutit à 6,7 millions de kilowattheures, qui est la consommation de 3000 foyers. 3000 foyers, quand on ne prend pas en compte le chauffage électrique et quand on ne tient pas compte de l'eau chaude électrique, parce qu'il y a d'autres solutions que le chauffage électrique et il y a d'autres solutions que l'eau chaude électrique. Donc, ça donne une indication donc de la satisfaction des besoins électriques que peut faire une éolienne. La diapo suivante, pour préciser que les retombées fiscales avoisinent un ordre de grandeur de 10 000 à 15 000 euros par mégawatt et par an. Ça inclut un certain nombre de taxes foncières, de CFE, cotisation foncière des entreprises, CVAE, et puis surtout l'IFER, qui est l'imposition forfaitaire des entreprises sur les réseaux. À bien préciser que c'est une taxe, une retombée par mégawatt et pas par mégawattheure. Donc, autrement dit, quelle que soit la production de l'éolienne, les retombées fiscales seront les mêmes. Et donc, pour une éolienne de 3 MW, c'est ce qu'on rencontre aujourd'hui assez habituellement, ce sont des retombées fiscales de 30 000 à 45 000 euros pour cette éolienne et par an, qui vont se répartir entre communes, EPCI, etc. Mais tout à l'heure, on va avoir l'intervention de Jacques Pallas, qui pourra dire, lui, comment ça se passe sur sa commune et sur son EPCI. La diapo suivante pour dire que la filière éolienne, c'est aussi une création d'emplois. On a aujourd'hui une création d'emplois régulière, avec une croissance de plus de 10% chaque année, et on a plus de 25 000 emplois dans la filière éolienne qui se partagent entre le tiers en études-développement, de l'ingénierie, de la fabrication de composants, parce qu'on n'a pas de fabrication d'éoliennes en France, mais on a des sous-traitants qui fabriquent des composants pour les éoliennes. La diapo suivante, parce que faut pas que je dépasse trop mon temps imparti. Donc, on a aujourd'hui, pour confirmer ce qui a été présenté par Mathis tout à l'heure, un dynamisme mondial très fort sur les énergies renouvelables éoliennes et solaires, qui est lié à une chute du prix du mégawattheure éolien. Vous l'avez, cette illustration-là, qui présente au niveau mondial la chute du coût du mégawattheure éolien terrestre, onshore wind, la chute du coût du mégawattheure éolien en mer, offshore wind, celui du photovoltaïque, tandis qu'on constate que celui du charbon, c'est stable, et tandis que celui du nucléaire augmente. Donc, on a un dynamisme mondial qui est très fort, qui s'explique sur la diapo suivante, qui va être ma dernière, pour dire que ça s'explique parce qu'on a un coût du kilowatt installé qui baisse
d'année en année, hein, vous avez les chiffres à gauche. On a un facteur de charge qui augmente d'année en année, régulièrement, et ce qui donne ce qu'on appelle un Levelized Cost of Electricity, un LCOE, un coût actualisé d'électricité qui chute. Donc, c'est ce dynamisme mondial qui fait qu'on installe de plus en plus de mégawatts éoliens et de mégawatts photovoltaïques pour ces raisons en particulier économiques, mais il y en a plein d'autres. Et donc, ma dernière diapo, c'est une diapo de conclusion, et donc je laisse la parole à la suite pour pas abuser du temps imparti. Merci beaucoup, Paul. Et donc maintenant, on va pouvoir passer la parole à Valérian. Bonjour, du coup, donc, Valérian Cantegril, je fais partie du bureau d'études NTS Environnement. Mathis, c'est bon, on m'entend? Oui, on t'entend, c'est bon. Et du coup, je fais aussi partie de la Citoyenne Solaire, qui est une société citoyenne qui agit sur la Haute-Vienne et la Dordogne, qui exploite des toitures photovoltaïques avec du coup, des citoyens au capital et des collectivités. Sur la diapo suivante, du coup, donc on va voir 4 petits points, on va dire, sur cette intervention. Donc, rapidement, les grandes étapes du déroulement d'un projet et surtout les délais pour développer un projet éolien. Ensuite, les autorisations nécessaires. Après, on fera un focus un peu plus long sur l'évaluation environnementale des projets. Et puis, on parle rapidement du rôle des collectivités pour laisser ensuite la transition à Jacques Pallas, qui pourra parler concrètement de son territoire. Encore avancer. Donc, sur le déroulement d'un projet, donc il y a plusieurs étapes à suivre. Ce qui est important de retenir, c'est que de manière générale, le minimum, c'est 5 ans entre l'émergence du projet et la mise en service, en supposant du coup que tout se passe idéalement bien et qu'il n'y ait aucun retard. En réalité, on est plutôt sur 7 ans en moyenne et un maximum qui peut aller, on a des projets qui ont mis 20 ans à sortir pour voilà, des délais administratifs, de recours, etc. Donc, ça peut être très long parfois. Donc, si on devait scinder la durée de vie d'un projet en plusieurs étapes, on pourrait parler d'abord d'émergence, qui dure entre 6 mois et plus longtemps. Donc, toute la phase plutôt d'identification du site, de préfaisabilité et d'échange avec les acteurs du territoire. Ensuite, une phase de développement euh, d'au moins 18 mois avec une grosse partie qui est justement l'évaluation environnementale qui doit durer une année complète, plus autour de ça des aspects techniques de dimensionnement et de la concertation. Une phase d'autorisation avec du coup, l'instruction et l'enquête publique qui dure à peu près 1 an au minimum, qui peut être beaucoup plus longue, notamment en cas de recours. La construction qui va finalement assez vite. Là, on a mis 1 an, mais 1 an, c'est en tenant compte du coup de montage juridique et financier, demande de raccordement, etc. Mais le chantier en lui-même, ça peut se faire en 1, 2, 3 mois. Et puis ensuite, une exploitation sur une durée d'au moins 20 ans, voire 25, 30 ans. On va parler ensuite des autorisations. Alors là, pareil, il y a que 2 slides. Le but, c'est pas de rentrer dans le détail, mais juste de dire qu'il y a plusieurs. Enfin, c'est très réglementé, du coup, l'éolien. Il y a plusieurs réglementations applicables, du coup, avec lesquelles le projet doit être compatible, notamment le code de l'environnement, qui impose une évaluation environnementale. Le code également une réglementation ICPE. Le code de l'énergie, le code forestier, le code rural et de la pêche maritime, avec pas mal d'études finalement à réaliser, qui sont agrégées, donc on le verra sur la diapo suivante. Donc, depuis quelques années, l'autorisation environnementale unique qui se substitue du coup à pas mal de procédures, qui permet d'avoir un seul dossier à réaliser, à déposer et qui intègre l'essentiel des demandes et notamment aussi le permis de construire qui est intégré à cette demande-là pour faciliter du coup l'instruction des dossiers. On va parler voilà évaluation environnementale, qui est un des gros morceaux du coup de l'éolien. Donc déjà, pareil, donc c'est quelque chose qui est très encadré. Donc on a plusieurs guides qui existent. Et donc la dernière version qui date de 2020, donc élaborée par le ministère de la Transition écologique, qui détaille, qui fait des recommandations donc sur le déroulé d'une étude d'impact et son contenu. Donc c'est une démarche itérative et le but étant de trouver un meilleur compromis environnemental. Et le guide et même les études réalisées par le bureau d'études s'appuient sur de nombreux retours d'expérience en France, mais aussi à l'international. Comme on le voyait tout à l'heure, c'est aujourd'hui une technologie qui est mature avec des parcs qui existent depuis des années et on sait de mieux en mieux comment ça marche. On va passer à la slide suivante. Donc il y a plusieurs volets qui sont étudiés lors de l'étude d'impact. Le milieu physique, le milieu humain,
l'acoustique, le paysage et patrimoine et les milieux naturels. Le contenu de l'étude, et ça c'est réglementaire, doit être proportionné au projet étudié et aux enjeux du site. Pour l'éolien, les sujets les plus sensibles en général, c'est l'acoustique, le paysage et la faune volante, donc les oiseaux et les chauves-souris. Et du coup, pour donner une ordre d'idée sur ces études d'impact, aujourd'hui, c'est des rapports qui font entre 500, enfin plus de 500 pages en A3, qui décrivent justement le projet, son environnement et les impacts du projet. Et en parlant d'auto-expérience, justement, les études qui ont été menées il y a 20 ans, 25 ans pour le premier parc éolien, elles faisaient 50, 100 pages, donc ça montre bien le retour d'expérience qu'on a et le fait que maintenant, on connaît bien justement les impacts des projets. C'est pour ça qu'on arrive à les éviter. Ce qui nous amène à la slide suivante, où du coup, donc, lors de l'évaluation environnementale, on doit respecter une séquence ERC. Le but est de concevoir un projet de moindre impact pour l'environnement, avec donc en priorité éviter les impacts, donc en ayant s'implanter sur des sites différents. Quand on ne peut pas éviter, on va essayer de les réduire en mettant en place différentes mesures. Et les impacts résiduels qu'on n'aura pas réussi ni à éviter ni à réduire, on va chercher à les compenser, on va devoir les compenser. Et c'est important de préciser, de rappeler que si on n'arrive pas à démontrer la bonne application de la séquence ERC, l'administration peut refuser l'autorisation environnementale, justement par défaut d'application de cette séquence. D'où l'importance justement d'essayer au maximum d'éviter, réduire et ensuite compenser l'impact résiduel. On va faire des petits focus sur les différents volets dont on a parlé tout à l'heure, sur lesquels il peut y avoir le plus d'impact, ou en tout cas ce dont on parle le plus, pour expliquer rapidement la méthode. Donc sur le volet acoustique, donc il y a une campagne de mesure de bruit qui est réalisée en phase d'étude du projet. Une modélisation du parc éolien qui est faite avec des outils numériques pour justement calculer la contribution des éoliennes au niveau sonore ambiant autour du site. En fonction de ces calculs, sont mises en place des mesures, notamment de bridage, pour respecter la réglementation. Et ce qui est très important, c'est de savoir que suite à la mise en service du parc, il y a un contrôle qui doit être réalisé avec des mesures sur site et des périodes, des séquences de marche-arrêt des parcs éoliens pour comparer le bruit lorsque les machines fonctionnent et lorsqu'elles ne fonctionnent pas, voir vraiment quelle est la contribution de l'éolienne au bruit ambiant et si besoin, du coup, ajuster les pédages pour respecter la réglementation. C'est quelque chose qui est très encadré. Sur le paysage et patrimoine, donc le paysage est analysé donc en général à une distance de l'ordre de 20 km autour du site, avec des analyses du contexte général, puis après en zoomant au fur et à mesure, en s'approchant du projet et avec des outils, notamment les cartes d'influence visuelle qui permettent d'avoir une idée des endroits d'où le parc éolien peut être perçu. Et en fonction, analyser plus finement justement les impacts du projet pour pouvoir travailler justement voilà, séquence ERC, éviter, réduire, compenser, essayer de limiter le nombre d'éoliennes ou changer leur implantation pour limiter les vues, notamment des sites en jeu. Et ensuite travailler sur l'implantation pour une meilleure intégration paysagère en suivant notamment les lignes, les axes majeurs du territoire et les lignes de force du territoire. Ensuite, on va parler rapidement écologie, qu'on peut scinder en quatre sous-thèmes, spécialités. Une partie flore et habitat naturel, donc une partie des zones humides, une partie sur la vie faune, donc tout ce qui est oiseaux, les chiroptères, donc les chauves-souris, et la faune terrestre, qui peut être appelée autre faune ou faune non volante en fonction des bureaux d'études. Donc c'est une étude qui dure 1 an pour tenir compte de la totalité du coup de la phénologie des espèces. Et ça implique de nombreux déplacements sur site par des experts de ces différentes spécialités. Il y a 40 à 50, voire même plus de sorties pour justement étudier donc lors de l'état initial en détail quels sont les milieux présents, les espèces présentes et justement celles qui présentent le plus d'enjeux et sur lesquelles un projet éolien pourra avoir de l'impact. Le tableau page suivante, il montre juste voilà, pour donner une idée, Mathis, s'il te plaît.
Voilà, sur la durée d'une année, pourquoi on fait une étude sur une année complète? C'est qu'en fait, chaque espèce, en fonction voilà, des mois de l'année, vont avoir des activités différentes et du coup, on a besoin, pour couvrir l'intégralité de ces phases de vie des différentes espèces, de réaliser une étude sur une année complète. Voilà, on va passer à la slide suivante pour pas trop dépasser. Et donc, du coup, pour parler impact et suivi en phase d'exploitation, donc une fois que l'étude d'impact est réalisée, donc on a essayé d'éviter, réduire, compenser les impacts. Doivent être réalisés du coup des suivis en phase d'exploitation. Et donc ces suivis sont encadrés et réglementés et contrôlés d'ailleurs par l'ADREAL. Et donc le but de ces suivis, c'est justement d'étudier, quantifier et qualifier les impacts effectifs du projet, en vue derrière d'éventuellement adapter le fonctionnement du parc pour les limiter. Et ça sert aussi du coup de retour d'expérience pour les projets à suivre, pour améliorer du coup la connaissance sur le sujet. Donc ces suivis sont systématiques et réglementés pour l'acoustique, l'avifaune et les chiroptères. Et donc pour l'avifaune et les chiroptères, on a parlé tout à l'heure d'acoustique, on a du coup pendant les 12 mois qui suivent la mise en service du parc éolien, des experts qui doivent aller sur site pour alors contrôler le comportement des espèces et également relever d'éventuels cadavres au pied des machines. Et en fonction des résultats, on peut proposer donc de nouveaux ou de modifications d'arrêts préventifs, de bridage des parcs éoliens. Et donc là aussi, on a beaucoup de retours d'expérience, notamment sur la partie chiroptère, par exemple. On arrive lors de l'étude d'impact à identifier les périodes de la journée et de l'année en fonction de conditions, notamment météo, de température, d'humidité, d'horaire, où il y a le plus d'espèces qui sont présentes sur le site. Et du coup, on arrive à brider les éoliennes de manière très fine en tenant compte de la vitesse du vent, de la direction du vent, des conditions climatiques, pour éviter au maximum les périodes d'impact, alors potentiel lors de l'état initial, mais une fois que c'est contrôlé, d'impact réel. Et on arrive comme ça à préserver du coup les espèces sur site en limitant les pertes de productibles au niveau du parc à 4-5%. Alors c'est très variable en fonction des projets, mais en moyenne, on est dans ces ordres de grandeur-là. Pour les oiseaux, donc on a des méthodes donc, aussi de bridage sur certains moments de l'année où on sait qu'il y a des impacts importants. Mais il y a également des outils de détection et d'effarouchement qui permettent soit d'arrêter les éoliennes lorsque des oiseaux passent à proximité, soit de les faire fuir et d'éviter justement qu'ils soient trop des pales. Et on a également pour les ombres portées, on peut mettre en place des arrêts préventifs en fonction de la course du soleil et de l'ensoleillement. Voilà, donc rapidement sur l'évaluation environnementale, on va parler ensuite du rôle des collectivités. Et tout d'abord, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à consulter du coup un guide, l'élu et l'éolien, qui a été réalisé par Amorce en 2017. Ça date un peu donc sur les aspects réglementaires et des choses qui ne sont pas forcément à jour, mais je trouve qu'il décrit assez bien justement le déroulé d'un projet et quelle place peuvent avoir les collectivités dans ces projets-là. Bon, déjà, de manière générale, il y a un aspect planification territoriale, parce que les collectivités connaissent bien les enjeux du territoire et c'est elles qui établissent un cadre général via le PCAET notamment et le SCOT, et peuvent également orienter les projets vers des terrains spécifiques ou exclure éventuellement via les documents d'urbanisme, notamment le PLUI. Donc ça, c'est assez important et ça permet déjà d'orienter un petit peu le développement des projets sur certains territoires à l'échelle d'une région, d'une Comcom et même d'une commune. Et ensuite, donc, au niveau vraiment des projets plus concrètement, donc il y a plusieurs niveaux d'implication. Bon, de toute façon, il y a une obligation réglementaire qui est que du coup, la commune doit être consultée au moins un mois avant le dépôt de la demande d'autorisation environnementale. Il y a également une consultation lors de l'instruction et une enquête publique. Donc ça, voilà, dans tous les cas, la collectivité a ce rôle-là. Et ensuite, elle peut essayer d'aller plus loin dans les projets. Donc là, on va parler du coup du moins d'implication à plus d'implication. Donc ça peut être juste un rôle de facilitation et d'accompagnement. Déjà en prenant position vis-à-vis du projet. Et ensuite en mettant en place un comité de suivi qui va pouvoir donner un avis sur la méthode, l'implantation, etc. Et derrière, de pouvoir aider à communiquer, à mobiliser autour du projet. Ça permet d'avoir plus de transparence, notamment vis-à-vis des citoyens et des collectivités, mais qui sont en général plus au fait de ces projets-là. Et également de pouvoir donner un avis
reste consultatif, en tout cas à ce stade, mais en tout cas, de quand même pouvoir donner un avis qui peut être entendu par les porteurs de projet. Ensuite, niveau suivant, on peut avoir une participation au financement et à la gouvernance du projet, via du coup, un investissement dans le développement du projet, et qui permet également une participation en prise de décision, avec un poids plus important de cette participation. Ça permet une meilleure prise en compte des intérêts locaux. Il y a des retombées économiques directes, en plus des retombées fiscales et des éventuels loyers, et également indirectes avec la participation possible d'autres acteurs du territoire, qui peuvent être des entreprises, des citoyens, etc. Après, participation à l'investissement et à la gouvernance, ça implique aussi un risque du coup, qui est de perte d'investissement en cas d'échec du projet. Et j'insiste quand même sur le fait, donc la participation du coup d'une collectivité au projet, Jacques Pallars en parlait tout à l'heure, ça permet aussi du coup de prendre bien en compte les intérêts locaux, puisque c'est la commune c'est son territoire, et du coup, lorsqu'il y a des choix, des arbitrages à faire sur les aspects peut-être économiques, on parlait tout à l'heure de bridage, et autres environnementaux à côté, du coup, la commune peut choisir de réduire le nombre d'éoliennes, de baisser la taille ou l'augmenter, en concertation avec les riverains, par à la fois sur son territoire. Donc la dernière phase, qui est le niveau, on va dire, maximum, c'est la maîtrise totale de la gouvernance et du financement du projet. Du coup, la collectivité porte à 100% le projet. C'est elle qui prend l'intégralité des décisions. Voilà pour ma partie. Et du coup, je vais laisser du coup, un exemple concret avec Jacques Pallars qui va pouvoir parler de sa commune. Merci Valérian. Et donc Jacques, si tu viens te manifester. Oui, pas de problème, vous m'entendez bien? On t'entend Vous m'entendez? bien et il y a ton Ça va? diapo, c'est bon. Bon, parfait. Donc, qu'il n'y ait pas de confusion, je suis originaire du sud-ouest, je suis originaire de Villeneuve-sur-Lot, voilà. Et je suis atterri dans le Berry, donc voilà, je me sens bien parmi la Nouvelle-Aquitaine, voilà. Donc, je suis très, très pour vite parce que les exposés sont extrêmement bien, donc je vais essayer de me cantonner, donc, effectivement, à un vrai retour d'expérience. Simplement pour dire, vous avez vu, j'ai plein de responsabilités. Je le dis parce que quand en janvier 2009, on a eu un coup de téléphone, 2005, un porteur de projet qui dit, Monsieur le maire, nous avons un projet de parc éolien. Voilà, pour ceux qui se rappellent, janvier 2005, on était à 200 ou 300 mégawatts d'énergie éolienne en France, donc il n'y en avait pas, on n'avait pas d'expérience, pas de retour d'expérience, pas de collectivité qui était dans la partie, tout ça, etc. Donc j'ai adhéré à Amorce, etc., etc. Donc je vais l'expliquer en marchant. La suivante. S'il vous plaît, voilà, là, j'insiste là-dessus, je vais aller très vite, mais c'est vraiment le scénario mégawatt par rapport à ma commune. Si on n'a pas ces trois objectifs, chaque fois qu'on développe ou que l'on parle d'un projet transition énergétique, écologique, je pense qu'il nous manquera quelque chose. La première des choses, c'est la réduction de la consommation d'énergie finale. Il faut absolument, ça veut dire nos bâtiments, je vais vite parce que vous le savez. La deuxième, c'est la réduction de gaz à effet de serre. Et la troisième, c'est le développement des énergies renouvelables. Pourquoi je dis ça? Saint-Georges-sur-Arnon, nous avons développé tellement d'énergies renouvelables que nous sommes au point jusqu'à la fin de ce siècle. Sauf que si on continue donc à ne pas économiser et à produire du gaz à effet de serre, on a tout faux. Donc moi, systématiquement, et c'est pour ça, je crois qu'on a bien avancé sur ma commune, et l'actualité me donne raison, je n'y reviens pas. Diapo suivante. Alors, je suis donc élu donc depuis, ça aussi c'est intéressant à le dire parce que ça peut, un parc éolien, surtout dans la période actuelle, ça peut un peu faire un peu, peut-être quand on est élu, on ne sait pas trop comment l'aborder, si peu qu'on n'est pas, mais là vous êtes bien organisé. Bon, voilà, ma commune, elle fait 2400 hectares et quand je suis devenu maire, on était 317 habitants. Et là, actuellement, vous pouvez regarder, DGF, on est à 630 habitants. Donc, je le dis parce que on m'a beaucoup apostrophé, je fais beaucoup de conférences avec les gens qui ont peur, qui quittent la commune, etc. Donc, ce n'est pas vrai, je vous le confirme. Donc, 317, 634 habitants, et j'attaque mon 5e mandat. Je voudrais m'arrêter, mais voilà, c'est comme ça, projet sur projet, etc. etc. Voilà. Donc, alors moi, j'ai des éoliennes, là, vous voyez, depuis 2009, hein, donc elles font, je le dis parce que j'ai regardé et puis écouté, donc, moi, elles font 100 mètres de haut et en bout de pale, elles font 152 mètres. Et ce sont des éoliennes qui font 2,5 mégawatts. Et mon éolienne, moi, à Saint-Georges, elle commence donc
à 3 mètres secondes, c'est-à-dire à 10 km du sang, et elle termine, elle se met automatiquement en drapeau à 25 mètres secondes, c'est-à-dire 90 km à l'heure. Elle est réglée, elle est comme ça. Et je suis dans une région, vous regarderez les cartes, à des cartes à vent faible. Voilà. Donc, je voulais dire, et alors en même temps, le type d'éolienne que j'ai, ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'a pas besoin de produire à pleine puissance. Quand elle est entre 10 mètres secondes et 15 mètres secondes, c'est-à-dire entre 36 et 54 km à l'heure, et c'est le vent normal dans ma région, dans mon coin, elle est à pleine puissance. Voilà, je le dis, c'est une particularité de l'éolienne. On les voit tourner, elles tournent, elles produisent, oui, en fonction donc de la puissance du vent. Voilà. Donc nous, on a commencé cette épopée donc en janvier 2005, premier parc en 2009. Et à l'époque, rappelez-vous, pour les plus anciens, pour ceux qui s'en rappellent, je le dis parce qu'il y a une connotation avec la situation actuelle, on avait le schéma régional climat et énergie par région. Et on avait les fameuses ZDE, les zones de développement éolien. Et donc, on a bâti le projet, structuré le projet donc, sur ces bases-là. Voilà. Et puis après, maintenant, donc, il y a le PAUI, le SCOT et le STRADE. Tout ça, vous le savez. Donc, on a commencé 19 machines, 46 MW, ça ne vous dit rien. 46 MW, bien sûr, c'est la puissance. Et souvent, on me dit, mais la production, elle ne tourne pas. Donc, quand il y a du vent, il y en a, je vous rassure, et elles produisent donc l'équivalent de la ville d'Issoudun. 14 000 habitants. L'éclairage, l'industrie et le chauffage. Voilà, point. Et c'est le chiffre qu'il faut retenir. Et on a, vous le verrez plus loin, ça fait 12 ans qu'on a un retour d'expérience et il n'y a pas une année où nous étions en dessous de ce que je viens de dire. Alors, un développement record, bien entendu, donc de 4 ans et 8 mois. Souvent, on me pose la question, comment avez-vous fait, monsieur le maire, à 4 ans et 8 mois? Oui, effectivement. Eh bien, écoutez, vous avez les explications. Hein. Si les élus, le maire et le conseil municipal ne prennent pas à bras le corps un porteur de projet qui vient expliquer son projet, à mon avis, on aura des difficultés. Donc, le patron de la commune, c'est le maire et son conseil municipal. Moi, j'avais un poste, tout ça, etc. Donc, c'est à nous, on peut entendre, on écoute, et c'est les maires et le conseil municipal qui décident. Et ça, il faut que la population, il faut qu'elle le voie. Je vais aller vite, mais le premier projet que nous avons eu, on a fait modifier 3 fois les permis de construire, 3 fois. La première fois, c'est qu'on avait une éolienne qui était à 680 mètres, trop près de ce que nous disait l'usager. Donc, on l'a repoussé à 860 mètres. Ensuite, on avait à Charot, on avait une zone Natura 2000, donc chiroptère. On a eu peur, donc on a fait supprimer une éolienne. Et puis la troisième, c'est qu'on a vu le passage des oiseaux migrateurs, on a fait séparer les parcs. Voilà, je vais vite. Et aux yeux de la population a bien compris que le conseil municipal était bien entendu intéressé par le projet, mais qu'on ne dominait pas et que l'on posait les bonnes questions. Ensuite, la transparence de l'information, je le dis comme ça, tous les trimestres, on avait une réunion d'information, le porteur de projet venait et il expliquait où il en était. Et ça, je peux vous dire que ça. Et on répondait aux questions. Et puis après, ce qui nous a beaucoup aidé aussi, c'est qu'on a pris les voitures, les boxers et tout, etc., avec nos familles. Nous sommes allés visiter des parcs éoliens. Et ça, c'est impeccable. Je prends l'information à Saint-Georges-sur-Arnon. Je suis à plus de 3000 personnes qui sont venues visiter le parc. Et là, je vous garantis que quand ils viennent visiter, il y a plein de préconçus qui volent en éclats. Voilà, je le dis comme ça. Donc, une transparence de l'information, ce qui a été dit. Et puis, un tandem indispensable, et bon, c'est le porteur de projet, le conseiller municipal et le maire et la population. S'il n'y a pas ça, on va au-devant des difficultés. Et aujourd'hui, la situation, je connais parce que je fais pas mal de conférences, si on ne pratique pas comme ça, il y a des questions auxquelles les élus ne peuvent pas répondre et tout de suite, vous avez des associations banques contraires qui s'implantent. Je peux vous citer quelques exemples. Diapo suivante. Voilà, donc là, je répète simplement, un parc intégré. Alors là, il faut aussi faire attention. Voilà, moi, je serais resté qu'avec le projet de parc éolien. Je pense que j'aurais eu des difficultés. Voilà. Et tout de suite, nous, d'abord, on a répondu à la question pourquoi un parc éolien, et je vais vite. Mais on a tout de suite, si vous voulez, d'un parc éolien, on est parti avec un projet de territoire, avec l'ensemble des énergies renouvelables, les économies, les 3 priorités que je viens de dire. Voilà. Donc, et ça me paraît important, et avec les citoyens et les services d'administration. Donc, 4 ans et 8 mois, je n'y reviens pas, 11 années d'exploitation. C'est pour ça qu'on a un retour d'expérience extrêmement important, et vous verrez, parce qu'on a acheté un parc, je vais le développer. Les recettes fiscales, alors très très simplement, faut pas vous enquiquiner, parce que moi, quand on reçoit un porteur de projet, c'est mirobolant. Non, non. Nous, on a acheté un parc 5 éoliennes. Voilà, c'est à peu près 12 000 € par mégawatt. Mais je vais y revenir après. Par mégawatt, puissance, ce qu'a dit Paul No. Voilà. Ensuite, il y a les mesures compensatoires. Il faut y penser. Les fameuses séquences ERC. Moi, personnellement, sur ma commune, je vous donne une idée.
on a réussi à obtenir 1% du montant total de l'investissement en ERC. Et je peux vous assurer que ça fait quelques sous et qui nous a permis donc de développer des projets. Voilà. Donc, on a alors un investissement, bien sûr, pour les collectivités, je vais y revenir. Deuxième fois, on a étendu le parc, on a eu 9 éoliennes de plus, on les a inaugurées l'an dernier, au mois de septembre, et 2 à Mini sur la commune voisine. Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons un parc de 30 éoliennes, puissance 73 MW, c'est quand même important. Et on a encore un nouveau projet qui est de 5 éoliennes que l'on va construire certainement en 2029, puissance, vous l'avez marqué sur l'écran, et on a commencé déjà donc les fameuses mesures compensatoires au ROC, le fameux 1% du montant total des investissements, puisqu'on a une maison où c'est qu'on a mis les équipes de maintenance de parcs éoliens, on va le recouvrir de photovoltaïque, on a 1300 mètres carrés, etc. Et on a commencé donc à réfléchir donc sur le report wind, puisque nous, on est donc en 2009, la durée de vie c'est 20 ans, et comme il faut 4 ou 5 ans pour faire un projet, ben on a commencé donc les questions sur le report wind. La question suivante. Alors là, je vais vite, mais voilà, pour vous dire, alors on a aussi hérité de la loi de la TEPCV, vous connaissez, hein, donc voilà, et puis vous avez vu, je vous ai marqué les 3 priorités, chaque fois on contrôle. Donc, premier parc, j'y reviens pas, les 14 machines, je ne me rappelais plus que j'avais mis les recettes fiscales. Avec ça, qu'est-ce qu'on en a fait, monsieur le maire? Qu'est-ce qu'on a utilisé avec cet argent? Eh bien, écoutez, on a un centre culturel qui s'appelle Georges Sand, on l'a agrandi, on l'a rénové, et il est en basse consommation. On a fait la halte garderie avec les certificats C2E. On a l'éclairage public, on a fait à 25%, et on recommence. Alors, pour intéresser donc les particuliers, parce qu'il faut les intéresser, on leur a offert donc 19 audits énergétiques. Voilà, ça aussi, on les a réunis, on leur a expliqué, et croyez-moi, ça paye. Alors après, avec l'argent des recettes fiscales, qu'est-ce qu'on en a fait? Bien, très simplement, on a coupé en deux. On a embauché 2 emplois communaux, un pour le secrétariat, un pour les espaces verts, parce je suis président de Natura 2000 sur plusieurs communes et 2 départements, donc on a un gars là qui est en permanence dans cet espace vert, et le reste, on investit. Là aussi, il faut faire attention, quand il y a un porteur de projet qui construit un parc, il faut qu'on s'occupe de l'emploi. Le notaire, le géomètre, l'achat du gasoil, les restaurants, tout ce que vous voulez, et on avait déjà tout de suite pensé à l'entretien des parcs éoliens. Et donc, j'ai la chance, sur ma commune, d'avoir le centre de maintenance de parcs éoliens avec 24 emplois, la sous-traitance, etc. C'est l'entreprise Nordex, et ils sont en train donc de maintenir 140 éoliennes sur le territoire. Donc oui, ça fait… Voilà. Après, on a fait 4 installations photovoltaïques, donc 2 en autoconsommation et 2 en production-revente. On a donc le projet que je vous ai dit, puis et puis, il ne faut pas oublier non plus donc, la biodiversité. Donc, j'ai une rivière Larnon. On avait la directive cadre sur l'eau. Et bien voilà, on avait un moulin de barrage. On a mis tout ça aux normes directive cadre sur l'eau. On a aussi la Natura 2000 avec les espaces naturels sensibles où c'est qu'on avait besoin de beaucoup d'argent. Et on a investi là-dedans. Vous voyez, quand je vous parlais des trois dimensions, voilà, il ne faut pas oublier. On est une commune à fort développement environnemental. Il ne faut pas. Voilà. Et puis, on a donc le parc qui est en cours. Voilà. Ça a été dit un petit peu là. Moi, c'est pas que j'ai une difficulté, c'est pas ce que je veux dire. Mais attention, ça a été dit dans les exposés précédents. Oui, il faut que parce que il nous allège le porteur de projet quand il vient. Il vient, tout est beau, etc. Mais une fois que c'est en production, on ne les voit plus beaucoup. Et donc là, on a une charte avec amorce, etc. Et là, il faut qu'on ait effectivement un suivi. Et là, le suivi, on l'a, nous, avec la société d'économie mixte, je vais vous en parler un peu plus loin, mais il faut que l'on ait. Et ça, c'est un reproche que je fais à la profession, en disant, voilà, vous nous laissez tomber, on ne sait pas tout ça, etc. Donc, il faut bien faire attention. Voilà, on a des bridages d'éoliennes, il faut expliquer pourquoi. Il n'y a pas de massacre, mais voilà, il y a une précaution. Voilà, comment on appelle ça, aussi le son, le bruit. Voilà, il doit y avoir un suivi. Il faut que la collectivité et les usagers, il faut qu'ils soient donc informés. Voilà. Et puis, voilà, avant et après, mais j'y reviendrai. Suivant. Voilà, je vous ai montré un petit peu, si vous avez peur, puisqu'il y a 25 départements qui n'ont pas, et j'ai vu que l'Aquitaine, ma région d'origine, il y a des départements où il n'y en a pas. Il y a certainement des raisons, il y a tellement de critères et tout ce que vous voulez, de prescription, mais voilà, je vous ai mis dans mon département le 36, l'Indre, voilà, on est actuellement à 140 machines en exploitation. Je vous ai mis la puissance et puis je vous ai mis donc effectivement
les recettes fiscales. Voilà. Alors là, ça, c'est très simple, hein. C'est 12 000 euros, c'est 12 000 à Saint-Georges, mais peu importe. C'est 11 000 euros le mégawatt, donc par mégawatt. Il y a à peu près, parce que je suis à taxe additionnelle, donc on a gardé nos richesses, c'est 20% pour la commune, 50% pour la Comcom et 30% pour le département. Oui. Et je vous ai mis ce que ça rapporte. Et il faut le multiplier par 20 ans. Il ne faut pas l'oublier. Et puis ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est les exploitants. Parce que si les exploitants, les propriétaires de parcelles ne signent pas les bails, on n'a pas d'éoliennes. Donc il faut effectivement les indemniser. Et vous avez donc la colonne, tous les ans, donc pour 140 éoliennes, le monde agricole, il perçoit donc 960 000 euros d'indemnisation. Et puis j'ai mis la même chose donc dans le 18, on est à côté de ce département. Voilà. C'est pour vous montrer que voilà, depuis janvier 2005, ce que l'on a fait, mais on est en dessous des objectifs. Hein. Voilà, il y a l'objectif en Europe qui n'a pas été atteint, mais dans le monde 36, dans ma zone 15, etc., malgré les cartes, etc., on est en dessous de la réalité. Vous voyez, et avec la situation actuelle, vous voyez ce que je veux dire. Suivant, s'il vous plaît, c'est bon à peu près. Voilà, là je vous ai mis, c'est un exemple, parce que vous l'aurez tout fait, donc ça c'est ma Comcom. Oui, ils auront les diapos, Jacques. Voilà, bon, là c'est ma Comcom, c'est pour bien vous montrer que la situation, quand tout le monde est mis à faire des éoliennes. La suivante, parce que ça me la suivante, s'il vous plaît, parce que ça me paraît aussi important, parce que voilà, on a des objectifs, vous comprenez, je vous ai parlé du SCRAE, je vous ai parlé du STRADET. Et quelle est la déclinaison? Alors, j'ai bien compris que vous aviez des cartes, etc. Mais ça ne suffit pas. Est-ce qu'on développe ou pas les énergies renouvelables? Moi, je vous ai mis un exemple donc, de mon département. Voilà, on est dans la bonne trajectoire, mais on est encore en dessous. Donc, ce n'est pas normal. Il y a urgence et ça fait des mois qu'il y a urgence. La suivante, voilà, je vais là un peu vite, mais celle-là, elle est intéressante aussi. Parce que voilà, on a créé une société d'économie mixte des énergies renouvelables, donc voilà, avec 51% public, vous l'avez là, et 49% pour le privé. Et dans le privé, vous avez vu qu'il y a Sergi, que vous devez connaître et qui n'est pas loin de chez vous. Et puis, on a énergie partagée. Et énergie partagée, donc ce sont les citoyens. On les a intéressés, ils ont investi, etc. Alors là, vous avez la méthodologie, vous avez tout ce que je viens de vous dire. Voilà, le montant de l'investissement, les fonds propres, l'emprunt sur 15 ans, alors que la durée de vie, c'est 20 ans. Voilà. Donc, vous avez tout ça. J'ai tous les chiffres. J'ai fait tous les ans. D'ailleurs, je vais vous en donner vite, pardon, c'est pour aller un peu plus vite. Donc, je vous ai dit que le parc, on a acheté 5 éoliennes de 2,5. Je vais aller vite. Voilà. En principe, si vous voulez, comment je veux dire, on prévoit un budget de 17 690 MWh. Or, la production est à 24 737. En 12 ans, on n'a jamais eu une production en dessous du budget. Et je vous donne des chiffres vrais. Elles ont tourné donc à pleine puissance 1339 heures, c'est-à-dire 1339 à 2,5. Mais en fait, elles ont tourné 6700 heures, entre 3 et 25 mètres secondes. Voilà. Parce qu'on m'enquiquine avec ça. Donc, avec la société d'économie mixte, moi, j'ai les chiffres qui sont. Oui. Suivant. On fera un webinaire, Jacques, dédié un peu merci. plus sur les montages de projets par la suite. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà, moi je vous ai dit, je ne sais pas, je suis dans les 10 minutes. Voilà, je vous ai mis l'hydrogène parce qu'on a le troisième projet qui est l'hydrogène. Voilà, et puis je vous ai mis la conclusion sur le sondage. Pourquoi je mis ça vite? Parce qu'on a fait un sondage, nous, sur mon département, ici, avec 140 éoliennes aux alentours, et le sondage de mes riverains, de mes communes voisines et de ma commune, il est au-dessus de ce que vous avez sur le PowerPoint. Donc, n'ayons pas peur, allons-y. Je crois que la réalité est tout autre. Voilà, ça c'est ma commune à Saint-Georges. Je vous accueillerai avec plaisir. Merci beaucoup, Jacques. Bon, on a un petit peu dépassé sur le temps, mais je pense qu'on peut quand même se permettre de prendre 3-4 questions. Merci à tous les intervenants. Donc, si ça a été trop vite, donc le replay est disponible, ainsi que toutes les slides qu'on va pouvoir vous envoyer par la suite. Donc voilà, on a Caroline qui a pris quelques questions sur le chat. Je vous propose de faire 4 questions. On va faire une question du chat, une question en direct, une question du chat et une question en direct. Voilà, donc Caroline, est-ce qu'on a des questions qui sont sorties du chat? On a eu quelques-unes. Il y a eu quand même de réponses qui ont été transmises directement sur les chats aussi, pour ceux qui ont posé des questions. On a une dernièrement qui a été posée et qui est dirigée vers M. Jacques Pala, qui est si avez-vous pensé à proposer une revente en direct de l'énergie produite auprès des citoyens, type PPA, donc contrat de gré à gré,
avec un tarif préférentiel proche du coût marginal de production. Je réponds de suite. Alors, Vous oui, savez. oui, on est en pleine évolution là. Avec la société d'économie mixte, déjà, on a, comment je veux dire, on avait un contrat d'achat avec EDF qu'on a dénoncé et puis on a fait un PPI. Ça, on l'a fait. Et la deuxième des choses, je vous ai parlé d'un troisième projet. Et dans le troisième projet, il y aura effectivement une proposition donc tarifaire et de revente d'électricité à nos populations. On est en train de le mettre en piste. C'est un peu dur, c'est un peu difficile. Bon, avec énergie partagée et puis autres, on y réfléchit. Mais oui, on va le faire. Et je dirais que c'est une obligation. Super. Merci. Est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un qui aurait envie d'activer son micro et de prendre la parole pour nous poser une question en direct? Ah, Gaëtan, vous avez activé votre micro, c'est ça? Oui, bonjour. En fait, moi, j'ai pas de question. C'est juste pour dire, en fait, j'étais en train d'écrire. Donc, nous avons un projet citoyen là, sur Bussière-Galant. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'en projet citoyen, nous avons fait le choix de faire une étude environnementale sur 2 ans et pas sur 1 an, en fait. Le fait d'être citoyen, en fait, on peut aussi choisir enfin, des moyens plus strictes, on va dire, et des études un peu plus poussées, etc. Donc voilà, Super. c'est juste Merci pour appuyer le discours de tout le les monde. propos. Ouais. Oui, Merci beaucoup. voilà. Est-ce que, Caroline, on a une autre question du chat encore, peut-être? Et après, on prendra la question de Anne-Sophie Deschamps. D'accord. En fait, je peux répondre à une question qui a été posée, mais qu'il y a quand même des éléments de réponse des Valériens, et après, si Valérian veut complémenter. Mais on a une question par rapport aux études d'impact. Si les études étaient antérieures et postérieures étaient mises à disposition aux élus, c'était communiqué aux élus. Et Valérian nous dit que les études d'impact réalisées lors du développement d'un projet sont transmises à la commune à minima 1 mois avant le dépôt de la demande pour consultation et rendues publiques lors de l'enquête publique. Les rapports de suivi en phase d'exploitation ne sont pas publics mais mis à disposition d'Adréal. Voilà, donc l'élément Après, de… toujours pareil, c'est ces questions de transparence en fonction de qui porte le projet. Et l'objectif du porteur de projet, les documents peuvent être transmis plutôt ou librement pour les rapports de suivi. Mais la réglementation, en tout cas, impose ce que tu as dit là tout à l'heure. Super, merci beaucoup. Je crois que Anne-Sophie Deschamps avait levé la main, c'est ça? Oui, c'est ça. Bonjour à tous, Anne-Sophie Descamps, donc je suis en Charente-Maritime, la communauté de communes au Nice Sud. On a pas mal d'éoliennes déjà sur notre département et sur notre territoire. J'ai une problématique qui s'adresse plutôt peut-être à la DREAL, d'ailleurs, à Monsieur Commange. On attend avec impatience les cartes définitives. On a une problématique avec ce département. Monsieur Bussereau, en 2019, avait pris un moratoire contre les éoliennes. Aujourd'hui, Sylvie Marcy continue dans le même sens, attaque tous les projets. Le département a été débouté sur un projet puisque ce n'est pas sa compétence. Le département réattaque. Bon, voilà, on n'est pas tout à fait dans le sujet du jour, mais voilà, ça me pose vraiment une problématique. J'ai interpellé Madame Marcy, avec qui je dois avoir un rendez-vous, pour essayer d'aplanir et de parler sereinement de ce problème. C'est vrai qu'on a quelques éoliennes, on n'en a pas non plus comme dans le Nord ou dans le Grand Est. Mais voilà, c'est une problématique qu'on rencontre aujourd'hui et je voudrais savoir quelle doit être la position du département. Le département touche de l'IFER aussi, 24-30%, je crois. Mais aujourd'hui, bloc sous couvert d'espaces naturels sensibles et de biodiversité, aujourd'hui, c'est perturbant pour nous et on ne sait plus comment faire, quoi. Voilà, c'est ma problématique aujourd'hui. Et on a, je pense, rien que sur Nice Sud, 60 éoliennes en prévision, on en a déjà 21. Et si tous les projets sont attaqués en permanence, voilà, bon, ça devient une complication. Et même les projets où la commune était d'accord, l'ensemble des élus, l'ensemble de la population. Et il y avait 8 éoliennes sur une commune qui s'appelle Forges. Et là, le département réattaque. Que faire, comment avancer sur cette problématique? C'est pas simple.
Exactement. Merci pour ce partage. Je pense que ce ne sera pas forcément l'objet de ce webinaire de Non. répondre à cette question. Vous pouvez nous contacter, du coup, le réseau conseiller les générateurs à ce sujet. Donc, voilà, je vous orienterai si vous voulez. Après, je pourrais peut-être vous contacter par mail pour vous envoyer des éléments de réponse, en tout cas des gens à contacter sur ce sujet. À moins que Monsieur Comment, je veux glisser un mot, mais Il y a peut-être un petit mot à nous dire, à me dire. je peux lui laisser la parole une petite minute si vous voulez, Christophe. Mais sinon, ouais, là, c'était plus le côté découverte, éléments techniques. Oui, sur je l'éolien. sais bien. On ne vous entend pas. Non, mais je crois que Monsieur Commun, non, c'est bon. Non, on vous répondra plutôt par mail, je pense. Ce sera gentil. Est-ce que je pense qu'on peut Merci. peut-être prendre une toute dernière question qui soit plutôt technique sur ce qui vient d'être expliqué. Et puis sinon, vu qu'on a déjà dépassé le temps d'une dizaine de minutes, on pourra conclure. Bon, s'il n'y a pas de questions, je vois sur les points qui ont été abordés durant cette présentation. Je vous remercie à tous alors pour la participation à ce webinaire. Je vois Monsieur Commun qui répond par le chat. Mais oui, du coup, je vous remercie à tous pour cette participation à ce webinaire. Et je vous souhaite bon courage pour le développement de vos projets éoliens en Nouvelle-Aquitaine. Et n'hésitez pas à contacter le réseau des générateurs. Vous aurez les éléments dans la description de la vidéo YouTube qui sera diffusée en replay. Et nous vous transmettrons aussi les supports de présentation de ce webinaire. Eh bien, merci à tous d'être venus. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et une bonne continuation. Merci à tous. Merci aux intervenants.